Une course-poursuite à travers Paris, le 31 août 1997. Paris, France. Diana, princesse de Galles, est à l'arrière d'une Mercedes noire avec Dodi Fayed, essayant de quitter le Ritz sans être submergée par les caméras. Elle a 36 ans, l'une des femmes les plus photographiées au monde. Ils partent par la sortie arrière juste après minuit. Diana est vêtue de noir, ses cheveux coiffés, le visage serein. Dehors, les photographes sont déjà en mouvement. La voiture traverse le centre de Paris, poursuivie par des paparazzis. Des témoins décriront plus tard la Mercedes roulant trop vite, chassant de l'arrière avant d'atteindre le tunnel. Ni Diana ni Dodi ne portent de ceinture de sécurité. Devant eux se trouve le tunnel du pont de l'Alma, éclatant de carreaux blancs et de béton impitoyable. À l'intérieur du tunnel, la Mercedes perd le contrôle et percute violemment le 13e pilier. L'avant de la voiture est écrasé, presque méconnaissable. Dodi Fayed et le chauffeur Henry Paul sont tués dans l'accident. Le garde du corps Trevor Rhys-Jones survit avec des blessures catastrophiques. Diana est encore en vie lorsque les secours arrivent jusqu'à elle. Pendant un instant, il semble que la femme la plus célèbre du monde pourrait survivre à une nuit impossible de plus. Mais à l'hôpital, après une opération désespérée, elle succombe à ses blessures. Au matin, les journaux de toute la Grande-Bretagne affichent le même titre impensable. La princesse Diana est morte. Dans les jours qui suivent, le monde semble s'arrêter. Des montagnes de fleurs s'élèvent devant le palais de Kensington, et une femme qui n'a jamais pu échapper aux caméras est enfin pleurée dans un silence absolu. Une chambre préparée pour la nuit. Le 25 juin 2009, Los Angeles, Californie. Michael Jackson a 50 ans et il est à quelques jours du retour qui, selon lui, le remettra au sommet. Londres l'attend. Les concerts This Is It sont censés tout relancer. Les répétitions ont été intenses. Il est épuisé et obsédé par une chose qu'il n'arrive plus à obtenir naturellement, le sommeil. Dans sa maison louée à Holmby Hills, la nuit ne se termine jamais vraiment. Elle se prolonge simplement jusqu'au matin. Le médecin personnel de Jackson, Conrad Murray, est avec lui. Des médicaments puissants destinés à la chirurgie et non au coucher font partie de la routine. Pendant qu'à l'extérieur de la maison, tout est calme. À l'intérieur, l'un des artistes les plus célèbres de la planète est poussé vers l'inconscience par des substances chimiques. Aux alentours de midi, Jackson cesse de respirer. Les secours sont appelés à la maison. Il est transporté d'urgence au centre médical Ronald Reagan UCLA, mais les tentatives pour le ranimer échouent. Il est déclaré mort dans l'après-midi. La nouvelle, c'est le tour du monde en quelques minutes. Les stations de radio changent leur programmation. Les fans se rassemblent dans les rues. Les sites internet plantent. Plus tard, le médecin légiste du comté de Los Angeles conclut que sa mort est un homicide causé par une intoxication aiguë au propofol, avec d'autres sédatifs également présents dans son organisme. Murray est finalement reconnu coupable d'homicide involontaire. Jackson avait passé sa vie à contrôler le son, l'image, le rythme et le spectacle. Mais la dernière scène est douloureusement modeste. Une chambre, un médecin, un corps qui ne se réveille pas et un retour qui n'a jamais eu lieu. Une baignoire à Beverly Hills. Le 11 février 2012, à Beverly Hills, en Californie. Whitney Houston se trouve au Beverly Hilton pendant le week-end des Grammy Awards, un week-end qui aurait dû lui aller parfaitement. Les dirigeants de l'industrie musicale sont partout, les caméras sont partout. La ville est parée pour la fête. Houston a 48 ans. Elle est toujours immédiatement reconnaissable, possède encore l'une des plus grandes voix que la pop ait jamais connue et tente toujours de préserver l'image d'un retour. Dans les jours précédant sa mort, les personnes autour d'elle remarquent qu'elle ne semble pas très stable. On rapporte des comportements erratiques, de l'épuisement et de la tension. Malgré tout, elle continue à traverser le week-end. Elle se présente aux répétitions. Elle chante brièvement avec Kelly Price. L'ancienne puissance est encore là, taré clair. Puis la porte de la suite 434 se referme. À l'intérieur de la salle de bain, Houston finit submergé dans la baignoire. Lorsque le personnel de l'hôtel et des membres de son entourage se rendent compte que quelque chose ne va pas, les secours sont appelés. Ils arrivent et commencent un massage cardiaque, mais il n'y a rien qui puisse faire. Elle est déclarée morte cet après-midi-là, à seulement un jour de la cérémonie des Grammy Awards. Le rapport officiel conclut à une noyade accidentelle, avec une maladie cardiaque et la consommation de cocaïne comme facteur aggravant. L'image est brutale à cause du caractère ordinaire de la chambre. Pas sur scène, pas sous les projecteurs, juste une salle de bain d'hôtel de luxe, une baignoire blanche, des serviettes pliées et le silence. L'une des plus grandes voix de la musique moderne meurt seule, tandis que l'industrie s'apprête à célébrer quelques étages plus bas. Le roi sur le sol de la salle de bain. 16 août 1977, Memphis, Tennessee. Elvis Presley a 42 ans et vit toujours à Graceland, comme un homme prisonnier de son propre mythe. La maison est immense et théâtrale, mais à ce stade, elle semble aussi coupée de la réalité. Il est censé partir ce soir-là pour une autre date de tournée. La machine continue de tourner, même si l'homme au centre de tout cela s'effondre visiblement. Depuis des années, la pression se lit sur son corps.
La foule crie toujours, les combinaisons brillent encore, mais l'homme à l'intérieur est bouffi, épuisé et dépendant des médicaments. À l'été 1977, même les personnes les plus fidèles autour de lui constatent son déclin. Il passe une grande partie de la nuit éveillé, errant de pièce en pièce, incapable de trouver un repos normal. Un après-midi, sa fiancée, Ginger Alden, le trouve inanimé sur le sol de la salle de bain à Graceland. Il est transporté d'urgence au Baptist Memorial Hospital, où les tentatives pour le sauver échouent. En quelques heures, la nouvelle se répand à Memphis, puis dans tout le pays, puis dans le monde entier. Les fans envahissent l'église. Les fleurs s'accumulent devant le manoir. L'image qui demeure n'est pas celle du jeune homme en costume lamé doré, ni celle de la star assurée au micro. C'est le silence de cette salle de bain à l'étage qui reste. La cause officielle a d'abord été présentée comme un arrêt cardiaque, et des examens ultérieurs ont mis l'accent sur de graves problèmes de santé sous-jacents, notamment une maladie cardiaque. Quelle que soit la succession exacte de défaillances qui a mis fin à sa vie, le constat général était évident. Le roi du rock'n'roll avait passé des années à fuir son propre corps, et finalement, celui-ci l'a rattrapé, seul, derrière une porte verrouillée. Des pilules à côté du lit. 22 janvier 2008, Manhattan, New York. Heath Ledger a 28 ans, il vit à Soho, séparé de Michelle Williams, sa fille lui manque, il travaille dur, dort mal, et porte une fatigue qui ne se voit pas toujours sur un tapis rouge. Sa carrière est à son apogée. Il a déjà livré des performances majeures et The Dark Knight ne sortira que dans quelques mois. À l'intérieur de l'appartement, l'ambiance est bien plus modeste que cela. Des médicaments sur ordonnance sont posés à proximité. Il y a des somnifères, des anxiolytiques, des antidouleurs. Une femme de ménage et une masseuse arrivent. Comme Ledger ne répond pas, elle le trouve dans la chambre. Les rapports de ce jour-là sont bruts et sans glamour. Une star de cinéma qui venait tout juste de devenir l'un des acteurs les plus passionnants de sa génération repose immobile dans une chambre privée du Lower Manhattan. Il est déclaré mort sur place. Très vite, les rumeurs devancent les faits. Les gens débattent pour savoir si c'était intentionnel, si c'était lié au stress, si un rôle l'avait consumé. Mais le constat médical est plus clinique et d'une certaine manière plus effrayant. Il s'agit d'une intoxication aiguë accidentelle due aux effets combinés de plusieurs médicaments sur ordonnance. Cela rend la scène encore plus percutante. Il n'y a ni accident, ni coup de feu, ni effondrement spectaculaire en public. Juste un appartement, un lit, des flacons de médicaments et une combinaison fatale faite de substances qui, prises séparément, étaient familières. La mort de Ledger ressemble à une tragédie de célébrité moderne, parce qu'elle s'est produite dans un monde d'insomnie, de pression, d'ordonnances légales et de la fausse assurance que les substances contrôlées sont sans danger si chacune porte une étiquette. Une maison pleine de symptômes grippaux. Le 20 décembre 2009, Hollywood Hills, Californie. Brittany Murphy a 32 ans. Pour des millions de personnes, elle reste associée à des personnages vifs, rapides, chaotiques, mais à l'intérieur de chez elle, l'ambiance est tout autre. Elle est malade depuis plusieurs jours. Les rapports évoquent des symptômes grippaux, des difficultés respiratoires et une dégradation physique rapide. Murphy s'effondre dans la maison qu'elle partage avec son mari, Simon Monjack. Les secours interviennent le matin et tentent de la sauver. Elle est transportée au Cedars-Sinai Medical Center, où son décès est prononcé. Au début, la situation semble confuse et propice aux rumeurs, exactement le genre de décès qu'Hollywood transforme aussitôt en réseau de chuchotement. Les gens spéculent sur des troubles alimentaires, la cocaïne, un empoisonnement, des moisissures, du sabotage, tout sauf la réalité médicale banale qui peut tuer tout aussi efficacement que la violence. Le médecin légiste conclut plus tard que la cause principale est une pneumonie, avec une anémie fériprive sévère et une intoxication médicamenteuse multiple comme facteur contributif. C'est l'un de ces cas qui semble irréel, parce que les éléments pris séparément paraissent surmontables. Une maladie respiratoire, de la faiblesse, des médicaments sur ordonnance et en vente libre. Rien de tout cela ne semble digne d'un film. Mais tout ensemble devient fatal. S'estirant la scène si sombre. Murphy ne meurt pas dans une course-poursuite ou à cause d'un crime scandaleux. Elle meurt dans une maison malade et peinant à respirer, tandis que les personnes autour d'elle réalisent trop tard qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise semaine ou d'une maladie passagère. C'est l'urgence finale. La dernière nuit à Brentwood, le 4 août 1962, à Brentwood, Los Angeles. Marilyn Monroe a 36 ans, et à ce stade, la célébrité est devenue à la fois son métier et son environnement. Elle n'est plus simplement une star de cinéma, elle est une icône constamment interprétée. Chaque geste devient sujet à commérage, chaque silence devient une théorie. Mais derrière la légende, il y a une femme de plus en plus seule, sous forte médication et émotionnellement instable. Cette nuit-là, la maison est silencieuse. Des appels sont passés. Des portes se ferment. Les heures passent. Quelque temps avant l'aube, l'inquiétude se transforme en alerte. On retrouve Monroe dans sa chambre, morte sur son lit, la pièce autour d'elle devenant aussitôt l'une des scènes de décès les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood.
Les détails s'ancrent dans la mémoire collective parce qu'ils sont à la fois intimes et troublants. Une chambre privée, un téléphone, des flacons de pilules, une star qui avait vécu devant la caméra, désormais inaccessible, dans un silence total. La conclusion officielle est une overdose de barbiturique et un probable suicide. Mais ce constat n'a jamais mis fin en théorie. Pendant des décennies, on a associé des gangsters, des politiciens, des dissimulations et des conspirations à ces dernières heures. Mais la fin reste fondamentalement la même. Monroe est morte dans la maison qu'elle s'était achetée après une période de profonde instabilité personnelle et de dépendance aux sédatifs. Sa mort a eu un retentissement particulier parce que Marilyn Monroe avait été présentée au monde comme l'incarnation même du glamour. Cheveux blonds, sourire éclatant, éclairage parfait. Puis, l'image finale vient tout contredire. Pas de projecteur, pas d'applaudissements, juste une chambre sombre à Brentwood et un corps que la célébrité n'a pas pu protéger. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres du même genre et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite.